Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, des zones fermées dans les Chic-Chocs. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs annonce des fermetures de zones dans la réserve faunique des Chic-Chocs. Les secteurs Champ-de-Mars et Blanche-la-Montagne sont interdits d'accès dû à de récentes observations de caribous montagnards. Le ministère souhaite réduire le plus possible les sources de dérangement. Cette mesure sera réévaluée à chaque semaine et ajustée en fonction de la présence de caribous. Selon Ma Gaspésie, la loi qui suspendait la révision de la carte électorale reste en place, pour le moment. Le tribunal ne suspend pas la loi adoptée par Québec qui mettait en pause la révision de la carte électorale québécoise. Toutefois, la juge Annie Brault de la Cour supérieure du district de Terrebonne accorde en partie l'injonction interlocutoire demandée par les élus des Laurentides et du centre du Québec et ordonne à la Commission de la représentation sur la carte électorale de poursuivre son travail. Quand on regarde à la première lecture, on aurait l'impression d'avoir perdu. Mais, honnêtement, la loi qui stoppait la révision de la carte électorale demeure en vigueur. La seule que le jugement vient dire, c'est que la Commission de la représentation électorale peut finir son rapport point. Et elle doit garder son rapport pour elle et ne pas le déposer à l'Assemblée nationale, commente le maire de Gaspé et porte-parole du dossier pour la table des préfets de la Gaspésie Daniel Côté. C'est lui qui est inscrit comme répondant dans la requête déposée pour que la table soit partie intervenante dans le débat. Les élus des régions des Laurentides et du centre du Québec ont déposé un recours judiciaire contre le directeur général des élections du Québec et le procureur général du Québec pour faire révoquer cette loi et que reprenne le processus de révision de la carte électorale. L'Assemblée nationale du Québec, dans un vote unanime, avait adopté le 2 mai la loi vigeant l'interruption du processus de délimitation des circonscriptions électorales. Le regroupement des MRC rappelait que la carte électorale sur la table était alors fortement préjudiciable au principe de représentativité effective, affectant de plein fouet la représentation de la Gaspésie dans les institutions démocratiques du Québec. Le regroupement avait fait des représentations devant le tribunal la semaine dernière pour devenir partie prenante du dossier. Je présume que ça n'apporte pas grand-chose de plus la décision qui a été rendue. On pourrait qualifier ultimement d'une forme de première victoire pour notre région, même si à la lecture du jugement, on pourrait croire le contraire. La seule victoire de nos homologues des Laurentides et du centre du Québec, c'est que le directeur général des élections a le droit de finir son rapport. Mais doit le garder pour lui-même, analyse M. Côté qui est aussi avocat. Le tribunal permet donc au directeur général des élections de compléter son travail et déposer éventuellement son deuxième rapport comme le prévoit la loi électorale si jamais le tribunal statuait que la loi adoptée en mai pour suspendre la loi électorale était invalide. C'est dans ce sens qu'on vient préserver les deux comtés de la Gaspésie, du moins, pour l'instant. Il y aura un procès sur le fond de la chose et une décision viendra dans les semaines ou mois à venir. En parallèle, à l'Assemblée nationale, on continue de croire que le gouvernement est en train de faire le travail promis, c'est-à-dire de revoir en profondeur la loi électorale. Si une nouvelle mouture arrive quelque part au printemps, le recours deviendra non fondé, mentionne l'élu gaspésien. Il espère que la loi inclura le concept de représentativité élective avec les critères comme l'étendue géographique ou l'appartenance à un territoire. Si la loi prévoit ces éléments, on pourrait arriver à nos fins et mettre fin au débat, croit-il. La pression se trouve maintenant sur les parlementaires pour régler le dossier rapidement, alors que M. Côté rappelle que les élus ont résolu à l'unanimité de revoir la loi électorale. S'il était d'accord que la loi électorale actuelle devait être revue, j'ose espérer qu'ils vont s'entendre sur une nouvelle loi rapidement plutôt que de laisser le pouvoir judiciaire faire le travail du législateur, dit-il. Pour une région comme la nôtre qui souffre déjà de sous-poids démocratique, ça devient l'une de nos priorités d'avoir une loi qui va respecter la réalité gaspésienne et qui va nous assurer 2 voix à l'Assemblée nationale plutôt qu'une, analyse M. Côté. La Gaspésie ou les 2 autres régions pourraient-elles aller en appel? Le tribunal est venu couper la poire en 2. Elle n'a pas dit un oui catégorique à une partie et un non catégorique à une autre partie. Nos collègues souhaitaient que le processus reprenne. Un petit bout peut reprendre. De notre côté, on voulait que la loi qui suspend la refonte de la carte reste en vigueur. Pour nous, c'est un bout de victoire également,
évoque le maire. Les procureurs et les élus de la table des préfets seront consultés pour voir si un appel pourrait être possible. Mais M. Côté doute que la Gaspésie ira en ce sens. Rappelons que la commission suggérait de fusionner les comtés de Gaspé et de Bonaventure regroupant les MRC de la côte de Gaspé, du Rocher-Percé, de Bonaventure et d'Avignon pour créer Gaspé-Bonaventure alors que la Haute-Gaspésie serait transférée dans la circonscription de Matane-Matapédia, un comté bas-laurentien. En date du 30 avril 2023, Bonaventure comptait 35 898 électeurs et Gaspé 30 131, loin du seuil minimum prévu. L'écart était respectivement de moins 29,2% et moins 40,6%. Gaspé se classait ainsi au troisième rang des circonscriptions les moins populeuses, derrière les îles de la Madeleine qui a un statut d'exception et Ungava. Selon les projections du nombre d'électeurs basées sur les données de l'Institut de la statistique du Québec, l'écart par rapport à la moyenne de Gaspé devrait bientôt surpasser celui d'Ungava. En 2017, la Commission avait maintenu le statut d'exception négative pour Gaspé et accordé le même statut pour Bonaventure. Toutefois, puisque les inégalités de représentation de ces circonscriptions s'accentuent, la Commission ne souhaitait pas renouveler ce statut. En plus de retirer une circonscription en Gaspésie, la Commission suggérait de faire la même chose à Montréal pour créer un comté dans les Laurentides et un autre dans le centre du Québec. Selon Radio-Canada, davantage de permis de pêche exploratoire au homard. Pêche et Océan Canada confirme qu'une cinquantaine de nouveaux permis de pêche exploratoire au homard seront délivrés dans l'est du Québec, dont une trentaine en Gaspésie, à compter du printemps prochain. En effet, 31 nouveaux permis seront délivrés progressivement dans la zone 19 en Gaspésie, tandis que 18 permis seront attribués dans la zone de pêche 17 à Anticosti. Les détenteurs de permis contribueront à l'acquisition de connaissances sur les stocks, ce qui permettra notamment d'en apprendre plus sur leur abondance et leur distribution, peut-on lire dans un communiqué publié jeudi. Les nouveaux permis de pêche au homard, qui représentent en tout 12 250 casiers par année, seront attribués aux Premières Nations ainsi qu'aux pêcheurs commerciaux de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan d'acquisition de données sur le homard du MPO annoncé en juin dernier, qui visait le nord de la Gaspésie. Toutefois, Pêche et Océan n'a pas précisé dans quelle portion de la zone 19 ces nouveaux permis seront répartis. Le MPO précise cependant que les permis n'ont pas encore été attribués et que les Premières Nations ainsi que les flottilles en difficulté seront privilégiées dans l'attribution des permis. Une pêche exploratoire qui inquiète. Ces précisions pour les permis exploratoires ne rassurent en rien les pêcheurs de homards de la zone 19. Pêcheur de crevettes à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Samuel Normand a dû réorienter ses activités vers la pêche au homard puisque son quota de crevettes a chuté de 90%. Pour tenter de sauver des entreprises aux prises avec le déclin de la crevette, il a acheté un permis au prix fort, un bateau et une entreprise de pêche au homard. Monsieur Normand déplore aujourd'hui le manque d'informations dans l'implantation de cette pêche exploratoire. Selon lui, les pêcheurs commerciaux n'ont aucune certitude selon laquelle la pêche exploratoire ne se fera pas dans la zone de pêche commerciale actuelle, soit de Cap-Gaspé jusqu'à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. On parle d'une pêche exploratoire avec 12 000 casiers. Tu sais, c'est la même pêche qu'on fait au commercial, c'est une pêche exploratoire ou une pêche commerciale déguisée, affirme Samuel Normand. Il exprime aussi des craintes à propos de la ressource. La première année, ça va être correct, mais dans 2 ou 3 ans, j'ai peur qu'il n'y ait plus de homards et qu'on fasse les mêmes erreurs faites dans les autres pêches, appréhende le pêcheur. Samuel Normand va même jusqu'à craindre la faillite. Avec davantage de homards sur le marché, le prix risque de baisser, selon ce pêcheur. Selon Radio-Canada, crime organisé, la violence armée en hausse importante dans l'Est. Coups de feu, incendies criminels, meurtres. L'Est du Québec a été durement touché en 2024 par les agressions armées en lien avec la guerre des stupéfiants. Depuis plus d'1 an, des groupes criminels s'affrontent pour le contrôle de la vente des stupéfiants sur les territoires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. L'homicide le plus récent dans ce contexte remonte au 30 novembre dernier. La victime, Michael Lévesque Fitzpatrick, est la deuxième personne à se faire tuer en moins de 3 mois au Bas-Saint-Laurent. L'hypothèse du lien de la victime avec crime organisé était étudiée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec, SQ, selon nos informations.
Des sources près du dossier nous ont confirmé que l'homme de 35 ans avait été avisé par les autorités policières que sa vie était en danger quelque temps avant le drame. D'après nos informations, la guerre des stupéfiants oppose spécifiquement dans l'est du Québec. La Blood Family Mafia, BFM, dirigée notamment par Dave Picturmel, est le groupe de motards criminels des Hells Angels. La BFM, tout comme d'autres groupes impliqués dans la vente et le trafic de drogue, refuse de payer la taxe exigée par les Hells Angels afin de pouvoir vendre sur le territoire du club de motards. Des sources nous ont d'ailleurs affirmé que dans l'est du Québec, des gestes d'intimidation ont été perpétrés envers d'anciens motards qui ont retourné leur veste et qui vendent désormais pour la BFM. Les Hells Angels souhaiteraient ainsi convaincre les vendeurs de revenir travailler pour eux. Sans s'avancer sur les parties impliquées dans cette guerre de stupéfiants, le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, explique que les enquêtes menées au sein de son organisation tendent à démontrer que certains des événements, survenus sur le territoire, seraient directement liés aux violences armées. Des têtes mises à prix. Le Québécois Dave Turmel et son acolyte Al Boivin figurent désormais en tête de la liste des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada. La récompense pour retrouver les deux hommes atteint 250 000 $ chacun, grâce au programme BOLO. Les fugitifs sont entre autres recherchés pour trafic de stupéfiants. De son côté, Dave Turmel fait également face à des accusations de complot et d'agression armée causant des lésions. Certains individus liés à la Blood Family Mafia ont été arrêtés à différents endroits au Québec, dont 6 l'été dernier à Sept-Îles et Port-Cartier. Les suspects font notamment face à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants ainsi que de recel et de possession d'une arme prohibée. La SQ rassure la population. Dans les derniers mois, sur la Côte-Nord, la SQ a fait parvenir une lettre aux citoyens du quartier Monseigneur-Blanche, à Sept-Îles, pour les inviter à communiquer avec elle leurs inquiétudes ou les informations qui pourraient l'aider dans ses enquêtes. En Gaspésie, le corps policier a procédé à du porte-à-porte et des visites de commerce en plus de rencontrer des élus municipaux. Une surveillance accrue a également été mise en place par la SQ afin de rassurer la population. Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, ajoute en ce sens que les agents de la paix sont également présents partout au Bas-Saint-Laurent, dont dans certains secteurs ciblés. Le but, c'est de traduire en justice l'ensemble des acteurs qui se livrent au trafic de stupéfiants, affirme-t-il. Selon Radio-Canada, des frais plus élevés pour moins de policiers de la SQ. La Sûreté du Québec, SQ, a transmis les factures pour l'année à venir et certaines municipalités devront payer jusqu'à 20% de plus qu'en 2024. À Sainte-Anne-des-Monts, la hausse des coûts s'élève à 4,5%, ce qui représente des frais supplémentaires de 30 000 $ pour les contribuables. Mais le fait saillant, c'est que notre ville est un des rares endroits à avoir perdu une ressource policière pour son territoire, dénonce le maire Simon Deschênes. Pour lui, cette note salée dépasse la mesure. Les services ont été réduits en Haute-Gaspésie alors qu'il y observe le besoin grandissant d'une présence de la SQ. Est-ce qu'on a un taux de criminalité élevé? La réponse est oui. Il y a eu des événements dans les dernières semaines. On entend parler de plus en plus de guerres de territoire entre les gangs criminels et les motards, soutient M. Deschênes. Il fait référence à 2 agressions armées survenues en moins de 24 heures à la fin du mois d'octobre. À Cap-Chat puis à Sainte-Anne-des-Monts. La SQ avait ensuite fait du porte-à-porte pour rassurer la population. Des coups de feu en Gaspésie dans les rues, ça n'arrive pas nécessairement souvent, mais on en a depuis quelques années, insiste l'élu quant au fait que la ville n'a pas le luxe de perdre un agent. En entrevue à l'émission Au cœur du monde vendredi, Simon Deschênes s'est aussi dit victime de la création d'un nouveau bureau de la SQ à l'aéroport de Montréal, autrefois sous l'égide de la police locale. On a dépouillé des régions pour habiller les centres urbains, déplore-t-il. C'est pourquoi il refuse fermement de souscrire au protocole d'entente qui officialise la révision par Québec du déploiement de ses effectifs sur le territoire de la province. Le maire confie que des hauts gradés de la Sûreté du Québec l'ont joint pour lui dire que s'il refuse de signer le protocole d'entente, il s'expose à une perte de service. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui se perd en forêt, il y a un gros déploiement avec des hélicoptères, etc. Il faudrait peut-être payer dorénavant à la pièce ce genre de service. Simon Deschênes a contacté le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, afin d'obtenir une preuve écrite selon laquelle il risque une éventuelle perte de service s'il persiste à refuser de signer le protocole d'entente. Selon Radio-Canada, Avalanche Québec émet son premier bulletin de l'hiver. La bordée de neige de cette semaine ouvrait la voie à la 25e saison d'opération sur le terrain d'Avalanche Québec.
Des vents ont même atteint les 120 km/h sur les sommets gaspésiens dans les derniers jours, rapporte Dominique Boucher, directeur général de l'organisme. On a déjà émis un premier bulletin d'ordre général. Il n'y avait pas d'indice de danger parce que les accumulations au sol demeuraient encore assez basses. Le danger n'est pas nul pour autant. Avalanche Québec le réitère sur ses réseaux sociaux comme dans ses bulletins. Des conditions avalancheuses peuvent exister là où il y a suffisamment de neige pour skier. C'est le cas dans certains ravins écoulés. Les skieurs, planchistes et motoneigistes qui font des chic-chocs leur terrain de jeu peuvent d'ores et déjà commencer à trimballer le trio, détecteur de victimes d'avalanche, pelle et sonde avec eux lors de leur sortie en montagne. C'est le combo essentiel pour effectuer un sauvetage en avalanche rapide et réussi d'un compagnon en montagne sans avoir à attendre l'aide extérieure, qui pourrait mettre de longues périodes avant d'arriver sur le site, affirme Dominique Boucher. Il rappelle que dans une telle situation, chaque minute compte. On a à peine 10 à 15 minutes pour avoir la meilleure chance de retrouver la personne en vie sous la neige, donc c'est vraiment important de savoir comment fonctionne ce petit bidule. Ce petit DVA, qui est très performant de nos jours. Le prévisionniste en avalanche révèle que le plus important problème dans les montagnes de la Gaspésie sont les plaques à vent. Le phénomène se produit lorsque les vents violents forment une couche de neige cohésive qui se dépose sur le couvert de neige déjà au sol. Notre région est vraiment marquée par le vent, ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on a des éoliennes partout sur le territoire, mentionne-t-il. Lorsqu'on y ajoute une surcharge, par exemple le passage d'un skieur ou d'une motoneige, la plaque peut se décrocher et glisser pour former une avalanche, conclut Dominique Boucher. Les bulletins d'Avalanche Québec sont actuellement mis à jour selon les besoins. Dès que les conditions atteignent au-delà du seuil pour produire des avalanches, les bulletins vont être émis sur une base quotidienne, à 18 h tous les soirs. Selon Radio Gaspésie, une lueur d'espoir pour les chômeurs. Les règles actuelles de l'assurance-emploi induisent qu'il est plus facile en ce mois de décembre de dénicher un emploi en Gaspésie, aux îles ou à Blanc-Sablon qu'au centre-ville de Toronto. C'est que le taux de chômage dans la région et sur la basse Côte-Nord est de 7,3 % pendant qu'à Toronto, la population active à la recherche d'un emploi s'élève à 8,1 %. Ceci fait en sorte que pour se qualifier au nombre minimal de semaines d'assurance-emploi, le travailleur gaspésien doit cumuler 630 heures pendant que le travailleur torontois doit en faire 35 de moins. Le commissaire des travailleurs à la Commission de l'assurance-emploi du Canada est dubitatif de voir qu'Ottawa ne veut pas reconnaître le travail saisonnier alors que les jeunes délaissent la forêt, la pêche et l'agriculture pour migrer vers des secteurs plus payants. Pendant ce temps, les employeurs et domaines traditionnels doivent se tourner vers la main-d'œuvre étrangère. Et, lorsque le travailleur gaspésien se qualifie avec le minimum d'heures requis, le minimum de prestations auquel il aura droit sera plus petit que ce à quoi son semblable de Toronto aura droit, toujours à cause du taux de chômage qui a baissé dans la région, surtout à cause du départ à la retraite ou du découragement des travailleurs. Malgré 10 ans passés au pouvoir, les libéraux n'ont pas jugé important de modifier en profondeur les règles, s'indigne Pierre Laliberté. Il écorche au passage le nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh qui aurait pu exiger une réforme de l'assurance-emploi en échange de son appui au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Mais une lueur d'espoir demeure. Selon le commissaire, rabaisser à 420 le nombre minimal d'heures accumulées pour permettre d'accéder à des prestations serait une mesure simple à mettre en place qui coûterait aux environs de 600 millions de dollars. Selon Radio-Canada, des travaux forestiers prévus dans la zone d'habitat en restauration du Caribou. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts veut récupérer des arbres endommagés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette et le chablis en Gaspésie. Une consultation publique concernant ces plans d'aménagement forestier spéciaux est prévue jusqu'au 22 décembre. Parmi les travaux planifiés partout en Gaspésie, il y a la construction, l'amélioration ou la fermeture de chemins, la récolte de bois, la préparation du terrain en vue du reboisement, le reboisement et le dégagement, selon le communiqué du ministère. Une partie du projet touche toutefois la zone d'habitat en restauration du Caribou, un territoire inclus dans le projet pilote de protection du caribou lancé par le gouvernement du Québec au printemps dernier. Dans le document qui décrit ce projet pilote, il est précisé que des travaux sont possibles dans cette zone, avec des modalités d'aménagement. Cependant, certains craignent les perturbations causées par les travaux. C'est le cas notamment du professeur titulaire d'écologie animale de l'Université du Québec à Rimouski, Martin-Hugues Saint-Laurent.
Le professeur rappelle que le projet pilote prévoit abaisser le taux des activités qui perturbent le caribou à 35 %. Il est actuellement de 87 %, selon les données contenues dans le projet pilote de protection du caribou. Pour lui, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts va à contresens. Ce qu'on vient placer, c'est une nouvelle coupe forestière avec des nouveaux chemins. Et puis, si c'est le cas, c'est essentiellement visé à côté de la cible. Là, on recule plutôt que d'avancer vers la ligne d'arrivée où l'autosuffisance sera acquise. Le professeur recommande d'attendre la fin d'études sur le sujet qui montre l'influence de la tordeuse des bourgeons de l'épinette à la fois sur le comportement des prédateurs du caribou, mais aussi sur la végétation, études qui vont être publiques à l'hiver. Le co-porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Choc, Louis Fradette, croit aussi qu'il serait sage d'attendre. Il rappelle d'ailleurs que les chemins forestiers sont favorables aux prédateurs. Selon lui, il vaudrait mieux laisser la nature agir librement. Le caribou est capable de se promener là-dedans et de se protéger parce que les prédateurs ont beaucoup plus de difficultés à circuler dans ce type de forêt avec des arbres tombés. Ça fait que c'est une zone de protection aussi pour le caribou, alors que là, ils vont la dénuder. Des récoltes qui pressent. Ça va amener de la fibre à nos usines de transformation, souligne le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez. L'élu précise en même temps qu'il est important de récupérer ces arbres rapidement avant qu'ils ne soient plus utilisables par les industriels. Il comprend les craintes, mais rappelle que le projet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune prévoit un réaménagement forestier après la récolte, qui sera favorable aux caribous. Les compagnies de sylviculture de la région vont aller faire des travaux, vont planter, puis la forêt va reprendre ses droits plus rapidement, soutient-il. Si on laisse le Chablis à l'état naturel, ça va prendre des décennies de plus avant que la forêt redevienne intéressante pour l'habitat du caribou. Tandis qu'avec une intervention humaine, comme je le dis, c'est gagnant-gagnant. Le directeur général du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie, Christian Beignet, n'est pas favorable à des travaux dans cette zone. Toutefois, il se dit conscient de l'importance de l'industrie forestière pour la région. Il propose donc de récolter seulement les arbres endommagés sans toucher aux autres, et ce, en faisant des coupes qui seraient sélectives. On devrait choisir différents arbres. On s'assurerait de maintenir dans le fond l'irrégularité du peuplement, ce qui viendrait maintenir les attributs favorables pour le caribou, croit-il. Conscient que toutes ces façons de travailler coûteront plus cher, M. Beignet propose aussi d'utiliser de la plus petite machinerie en forêt pour minimiser l'impact. Il rappelle que 60 millions de dollars sont prévus pour les projets pilotes de protection du caribou de la Gaspésie et de Charlevoix. Il propose qu'une partie de cet argent vienne bonifier la démarche de récupération. Donc, on viendrait récupérer du bois. Mais on le ferait dans un des scénarios sylvicoles qui serait propice à la réhabilitation au lieu d'être dommageable. À terme, la récupération de bois affecté par une épidémie d'insectes, par le feu ou par un chablis accélère la régénération de forêts à couvert résineux, habitat favorable aux caribous, précise quant à lui le ministère des Ressources naturelles et de la Faune par écrit. Les travaux de récupération du bois doivent avoir lieu du printemps 2025 jusqu'au printemps 2026. Le reboisement pourrait quant à lui prendre jusqu'à 5 ans. Selon Radio Gaspésie, 5 millions de dollars pour lutter contre la pauvreté en Gaspésie. Québec accorde 5 millions de dollars sur 5 ans à la Gaspésie pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Le montant permettra à l'Alliance pour la solidarité de la Gaspésie de poursuivre ses activités à partir du plan de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. L'argent peut servir à différents organismes du milieu, dont plusieurs sont communautaires. La directrice du Rock Gym, Geneviève Giguère, affirme que le montant est bienvenu, mais précise qu'il sera divisé entre les 5 MRC du territoire de la Gaspésie, ce qui en bout de piste n'est pas énorme. Geneviève Giguère évalue à 30 millions de dollars supplémentaires les besoins des organismes communautaires pour bien remplir leur mission alors qu'ils en reçoivent en ce moment 20 millions de dollars. La coordonnatrice du regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et des îles termine en mentionnant que le plan de lutte avait été annoncé en juin dernier et le montant de 5 millions de dollars à l'automne. Selon Ma Gaspésie, coupure en santé, le député de Gaspé va s'assurer du maintien des soins.
Le député de Gaspé travaillera à ce que Santé Québec et le gouvernement du Québec tiennent compte des particularités de la Gaspésie dans le contexte des réductions de 40 millions de dollars demandées au CIS de la Gaspésie afin de respecter le budget. Stéphane Sainte-Croix réagit à la réflexion lancée par le CIS sur les façons de maintenir les services des urgences des CLSC 24/7 à Grande-Vallée, Murdochville et Passepébiac. Le CIS analyse l'idée de remplacer des infirmières par des infirmières auxiliaires qui seraient liées à des infirmières à distance pour maintenir les soins offerts à ces établissements. Le maire de Grande-Vallée, Noël Richard, indiquait que lorsqu'une infirmière serait mobilisée dans un transfert d'établissement, ceci équivaudrait à une rupture de service dans son établissement, ce qu'il qualifie d'impensable dans sa communauté. Il rappelle que les hôpitaux les plus près sont à plus de 100 km de Grande-Vallée. Québec a mentionné que les réductions financières ne se traduiraient pas par des diminutions de services aux patients. Le ministre avait été clair à ce niveau. On est sensible à la question. Une fois les recommandations connues, on va en prendre connaissance et on va faire notre travail pour s'assurer du maintien de l'offre de services, évoque M. Sainte-Croix. Le député indique vouloir laisser le temps au CIS d'effectuer son exercice pour récupérer les sommes demandées. On va travailler pour le maintien de l'offre de services. Si ça demande qu'on revoie l'effort au niveau de la rigueur, ça va nous faire plaisir de supporter notre CIS, mais laissons le temps à la direction de faire son exercice et à partir de là, on pourra établir notre scénario et le travail qui viendra pour maintenir notre offre de service, dit-il. Selon Radio-Canada, inquiétude partagée et nuances demandées en Haute-Gaspésie. Les esprits continuent de s'échauffer en Haute-Gaspésie sur la question des aires protégées et de la protection du caribou montagnard. Même si elles n'étaient pas à l'ordre du jour, ces questions ont tout de même été au cœur de la dernière séance de l'année du Conseil des maires de la MRC de la Haute-Gaspésie, lundi soir à Sainte-Anne-des-Monts. Il y a 2 semaines, la MRC n'a pas donné son appui à l'analyse de 20 projets d'aires protégées sur son territoire. Cette décision a fait beaucoup réagir dans les jours suivant l'adoption de la résolution de rejet de ces initiatives. Le préfet, Guy Bernatchez, a affirmé avoir reçu 8 lettres de citoyens du territoire demandant à la MRC de faire marche arrière avec cette décision, mais l'élu persiste et signe. On a partagé ces lettres-là avec les maires et je vous confirme qu'il n'y aura pas de recul. On demeure sur notre position en lien avec la résolution, a confirmé M. Bernatchez lors de l'ouverture de la période de questions. L'Assemblée s'est déroulée dans un calme relatif, selon le préfet et à sa demande, malgré quelques tensions entre citoyens. Dialogue dans la division. Une cinquantaine de citoyens étaient présents lundi soir. Plusieurs ont pris la parole à la période de questions, qui a duré plus d'1 heure. L'entrepreneur forestier de Sainte-Anne-des-Monts, Éric Savard, était du nombre. Il tenait à partager ses craintes avec les maires. On vient d'investir plusieurs millions dans la compagnie pour l'achat de machinerie, donc je veux être certain que la MRC prenne des bonnes positions. Protéger le caribou, je n'ai absolument rien contre. Mais qu'on récolte au moins de bois de Chablis, parce que sinon, on va le perdre, ce bois-là, expose-t-il. Il faut essayer de trouver un juste milieu, au moins pour aller récupérer ce qui est récupérable, remplir les cours des usines de transformation de bois qui sont vides, et pas couper des jobs à personne. C'est précaire. Une citation de Éric Savard, propriétaire de Foresterie Savard Inc. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts mène actuellement une consultation publique concernant des plans d'aménagement forestiers spéciaux visant à récupérer des arbres endommagés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette et le chablis en Gaspésie. Une partie du projet touche la zone d'habitat en restauration du caribou. D'autres entrepreneurs de différents horizons se trouvaient également dans la salle, par ailleurs trop exigus pour accueillir l'ensemble des citoyens présents. Des gens défendant des projets d'aires protégées étaient aussi dans l'assistance. Une citoyenne de la Martre, Laurence Boisvert, déplore quant à elle les visions économiques et écologiques qui s'opposent dans ce débat. C'est dur de voir le territoire comme ça, partagé entre 2 choses importantes qui font partie du territoire. Je trouve ça très confrontant qu'on se braque comme ça. Une citation de Laurence Boisvert, co-porte-parole du projet citoyen d'aires protégées d'utilisation durable de la Martre. Laurence Boisvert considère tout de même qu'un dialogue a été ouvert lundi soir. Elle en appelle malgré tout à la nuance. Je trouve que d'être nuancé, puis de jaser, c'est vraiment important. Pas juste dans un cadre stressant et formel comme « ce soir », mais qu'on arrive à avoir des dialogues sur le territoire, qu'ils soient encadrés par des professionnels ou juste dans le quotidien, puis qu'on ne se polarise pas là-dedans, précise-t-elle.
Madame Boisvert rappelle également que le projet d'aire protégée à utilisation durable de la Martre propose d'y intégrer une réserve de biodiversité et un site d'interprétation et de protection du caribou, qui serait implanté dans son territoire désigné. Le préfet constate les divergences d'opinion, qui selon lui mènent tout de même, ultimement, à un but commun. Le point commun, c'est l'amour du territoire, lance Guy Bernatchez sans hésiter. Discussion avec Québec. La MRC de la Haute-Gaspésie a entamé des discussions avec le ministère de l'Environnement en ce qui concerne le projet pilote destiné à préserver le caribou montagnard. Une première rencontre à ce sujet a eu lieu le 2 décembre avec le sous-ministre, rapporte M. Bernatchez. Cette réunion fait suite au mémoire déposé par la Haute-Gaspésie dans le cadre de la consultation publique sur le projet pilote qui s'est terminée à la fin du mois d'octobre. Dans ce document, la MRC s'oppose au projet du gouvernement, le jugeant imprécis et demandant carrément son retrait. Le préfet voit ces discussions d'un bon œil et tient fermement à ce que son territoire soit engagé dans ce qui sera mis en place par Québec. On a passé la journée avec eux, à mettre des éléments sur la table, à poser des questions puis à dire là où ça accrochait pour nous, explique M. Bernatchez. L'élu précise que la MRC attend un retour en lien avec de prochaines rencontres qui permettraient à l'organisation d'avoir voix au chapitre quant à ce qui sera proposé pour la protection du caribou dans le secteur. La Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie s'est d'ailleurs rangée lundi derrière la MRC en s'opposant formellement, elle aussi, au projet pilote de Québec, évoquant une proposition incompatible avec le développement régional. Le regroupement a aussi profité de cette sortie pour exprimer son désaccord sur les projets d'aires protégées proposés en Haute-Gaspésie.